Le soleil filtrait, à travers les rideaux légers de mon nouvel appartement, celui que j'avais pu acheter avec mes gains. Un appartement que mes enfants n'auraient jamais imaginé. J'observais la ville s'éveiller, un spectacle que j'avais longtemps contemplé depuis la rue, le cœur lourd. La vie avait pris un tournant inattendu, une ironie cruelle et merveilleuse. Ils pensaient m'avoir dépossédé de tout, de mon foyer, de mon dignité. Ils avaient eu tort. Je me levai, mes vieux os protestant doucement, un rappel constant de toutes ces années de labeur et de sacrifice. La douleur sourde de mes articulations était désormais un écho lointain face à la joie profonde qui m'habitait. Je me dirigeai vers la cuisine, le parfum du café frais emplissant l'air. Sur le comptoir en marbre, mon journal attendait. J'y griffonnai quelques mots, un nouveau chapitre qui commençait, loin des regards désapprobateurs et des paroles empoisonnées. Hier encore, j'avais entendu la voix de ma fille, Claire, au téléphone. Elle avait cette fausse douceur dans le ton, celle qu'elle réservait quand elle voulait quelque chose. Elle me demandait si j'avais trouvé un endroit où aller, feignant une inquiétude qui sonnait faux comme une fausse monnaie. Je lui avais répondu avec une neutralité calculée, une indifférence polie qui la déstabilisait visiblement. Elle ne savait rien, ou plutôt, elle faisait semblant de ne rien savoir. Personne ne parlait de la loterie, mais je sentais leurs regards insistants, leurs questions voilées. Ils attendaient que je m'effondre, que je revienne supplier. Jesús. Ils allaient être déçus. Je me versai une tasse de café, la chaleur réconfortante dans mes mains. J'avais une nouvelle vie à construire, une vie où je ne serais plus jamais la mère délaissée. J'allais leur montrer ce que signifiait vraiment le mot indépendance, et ce, avec une élégance qu'ils ne pourraient jamais égaler. La vengeance n'était pas toujours une affaire de cris et de larmes. Parfois, elle se savourait en silence, avec une tasse de café fumant, dans un appartement qui n'était pas le leur. Le soleil, ce matin, avait une teinte différente. Moins une promesse qu'une affirmation. Il baignait les murs clairs de mon nouveau salon, révélant la texture subtile du papier peint que j'avais choisi avec un soin méticuleux. Ce n'était pas le même papier peint que celui de l'ancienne maison, celui que Claire avait toujours détesté, trouvant ses motifs trop discrets. Trop bourgeois, disait-elle avec un haussement d'épaules désinvolte. Ma nouvelle demeure, un appartement spacieux et lumineux perché au-dessus de la ville, était une toile vierge, prête à accueillir les couleurs de ma nouvelle existence. J'avais passé la journée d'hier à déballer les quelques cartons qui contenaient le strict nécessaire. Le reste, le mobilier lourd et encombrant de mon passé, était resté là-bas, dans cette maison qui n'était plus la mienne, symbole des liens brisés. Je me versai une autre tasse de café, le rituel matinal qui accompagnait mes pensées. Le bruit discret de la machine à expresso, une nouveauté que je m'étais offerte, me rappelait à quel point j'avais le droit de me faire plaisir. De me faire plaisir sans culpabilité, sans devoir justifier chaque dépense. Mon journal, toujours ouvert sur le comptoir, m'attendait. J'y avais écrit quelques lignes la veille, des mots simples pour ancrer cette nouvelle réalité. La liberté a le goût du café noir et le silence du matin, avais-je griffonné. Je repensais à l'appel de Claire. Sa voix, si calculée, si pleine de sous-entendus. Elle avait insisté pour savoir où je comptais aller, comme si j'étais une enfant égarée. Maman, tu as vraiment un endroit où dormir? Tu es sûre que tout va bien? Sa fausse sollicitude était presque comique. Elle ne pouvait s'empêcher de jouer son rôle, celui de la fille prévenante qui s'inquiète pour sa mère démunie. Mais derrière le masque, je sentais la curiosité malsaine, l'attente fébrile d'une déchéance qu'elle avait, en partie, orchestrée. Elle et les autres. Mes pensées dérivèrent vers mon fils, Antoine. Lui, au moins, était moins subtil. Ses appels étaient plus directs, plus pressants. Il avait toujours été celui qui calculait, qui voyait les choses en termes de bénéfices et de pertes. Maman, tu es sûre que tu n'as besoin de rien? On pourrait peut-être te trouver une petite chambre, quelque chose de simple, en attendant de voir. Le soleil filtrait, à travers les rideaux légers de mon nouvel appartement, celui que j'avais pu acheter avec mes gains. Un appartement que mes enfants n'auraient jamais imaginé. J'observais la ville s'éveiller, un spectacle que j'avais longtemps contemplé depuis la rue, le cœur lourd. La vie avait pris un tournant inattendu, une ironie cruelle et merveilleuse. Ils pensaient m'avoir dépossédé de tout, de mon foyer, de mon dignité. Ils avaient eu tort. Je me levai, mes vieux os protestant doucement, un rappel constant de toutes ces années de labeur et de sacrifice. La douleur sourde de mes articulations était désormais un écho lointain face à la joie profonde qui m'habitait. Je me dirigeai vers la cuisine, le parfum du café frais emplissant l'air. Sur le comptoir en marbre, mon journal attendait. J'y griffonnai quelques mots, un nouveau chapitre qui commençait, loin des regards désapprobateurs et des paroles empoisonnées. Hier encore, j'avais entendu la voix de ma fille, Claire, au téléphone.
Elle avait cette fausse douceur dans le ton, celle qu'elle réservait quand elle voulait quelque chose. Elle me demandait si j'avais trouvé un endroit où aller, feignant une inquiétude qui sonnait faux comme une fausse monnaie. Je lui avais répondu avec une neutralité calculée, une indifférence polie qui la déstabilisait visiblement. Elle ne savait rien, ou plutôt, elle faisait semblant de ne rien savoir. Personne ne parlait de la loterie, mais je sentais leur regard insistant, leurs questions voilées. Ils attendaient que je m'effondre, que je revienne supplier. Jesúris. Ils allaient être déçus. Je me versai une tasse de café, la chaleur réconfortante dans mes mains. J'avais une nouvelle vie à construire, une vie où je ne serais plus jamais la mère délaissée. J'allais leur montrer ce que signifiait vraiment le mot indépendance, et ce, avec une élégance qu'ils ne pourraient jamais égaler. La vengeance n'était pas toujours une affaire de cris et de larmes. Parfois, elle se savourait en silence, avec une tasse de café fumant, dans un appartement qui n'était pas le leur. Le soleil, ce matin, avait une teinte différente. Moins une promesse qu'une affirmation. Il baignait les murs clairs de mon nouveau salon, révélant la texture subtile du papier peint que j'avais choisi avec un soin méticuleux. Ce n'était pas le même papier peint que celui de l'ancienne maison, celui que Claire avait toujours détesté, trouvant ses motifs trop discrets. Trop bourgeois, disait-elle avec un haussement d'épaules désinvolte. Ma nouvelle demeure, un appartement spacieux et lumineux perché au-dessus de la ville, était une toile vierge, prête à accueillir les couleurs de ma nouvelle existence. J'avais passé la journée d'hier à déballer les quelques cartons qui contenaient le strict nécessaire. Le reste, le mobilier lourd et encombrant de mon passé, était resté là-bas, dans cette maison qui n'était plus la mienne, symbole des liens brisés. Je me versai une autre tasse de café, le rituel matinal qui accompagnait mes pensées. Le bruit discret de la machine à expresso, une nouveauté que je m'étais offerte, me rappelait à quel point j'avais le droit de me faire plaisir. De me faire plaisir sans culpabilité, sans devoir justifier chaque dépense. Mon journal, toujours ouvert sur le comptoir, m'attendait. J'y avais écrit quelques lignes la veille, des mots simples pour ancrer cette nouvelle réalité. La liberté a le goût du café noir et le silence du matin, avais-je griffonné. Je repensais à l'appel de Claire. Sa voix, si calculée, si pleine de sous-entendus. Elle avait insisté pour savoir où je comptais aller, comme si j'étais une enfant égarée. Maman, tu as vraiment un endroit où dormir? Tu es sûre que tout va bien? Sa fausse sollicitude était presque comique. Elle ne pouvait s'empêcher de jouer son rôle, celui de la fille prévenante qui s'inquiète pour sa mère démunie. Mais derrière le masque, je sentais la curiosité malsaine, l'attente fébrile d'une déchéance qu'elle avait, en partie, orchestrée. Elle et les autres. Mes pensées dérivèrent vers mon fils, Antoine. Lui, au moins, était moins subtil. Ses appels étaient plus directs, plus pressants. Il avait toujours été celui qui calculait, qui voyait les choses en termes de bénéfices et de pertes. Maman, tu es sûre que tu n'as besoin de rien? On pourrait peut-être te trouver une petite chambre, quelque chose de simple, en attendant de voir. Le « en attendant de voir » était lourd de sens. Ils attendaient que je craque, que je leur tende la main, que je leur demande de l'aide. Ils attendaient que je revienne mendier une miette de ce qu'ils considéraient comme leur dû. L'héritage, le confort, la tranquillité. Ils avaient été si prompts à me juger, si rapides à me tourner le dos quand la vie avait semblé me sourire un peu trop fort. Je pris une profonde inspiration, savourant l'air frais de mon appartement. L'air était différent ici, plus pur, moins chargé des rancœurs passées. Je me levai et m'approchai de la grande fenêtre qui donnait sur la ville. Les rues commençaient à s'animer, les voitures s'engageaient dans un balai incessant. C'était une scène familière, mais vue d'ici, elle avait une toute autre dimension. J'avais passé des années à regarder cette ville d'en bas, à me sentir petite et insignifiante. Aujourd'hui, j'étais là, au-dessus de tout cela, maîtresse de mon propre horizon. J'avais gagné, pas seulement à la loterie, mais à cette partie plus grande, celle de la vie. Je me souvenais de la première fois que j'avais entendu le chiffre exact de mon gain. Ce n'était pas un simple coup de chance, c'était une révolution. Une révolution silencieuse, qui avait bouleversé mon monde sans que personne ne s'en doute. Ils pensaient que j'étais vulnérable, qu'ils pouvaient encore me manipuler, me contrôler. Ils se trompaient lourdement. J'avais appris à être patiente, à observer, à attendre le bon moment. Et ce moment était arrivé. La conversation avec Claire, la veille, avait été une confirmation. Sa fausse douceur, ses questions insidieuses, elle cherchait des indices, elle tentait de déceler la moindre fissure dans mon apparente détresse. Mais je lui avais offert une façade de résignation, une image de mère éplorée qui se résignait à son sort. Elle ne savait pas que sous cette façade, mon cœur battait la chamade de la victoire. Je pris mon sac à main, un sac simple mais élégant, un de ceux que je n'avais jamais osé acheter auparavant, de peur du jugement.
J'y glissais mon portefeuille, mes clés, et le petit carnet où je notais mes idées. Il était temps de sortir, de me réapproprier la ville. Pas pour aller supplier de l'aide, non. Mais pour flâner, pour m'asseoir à la terrasse d'un café que j'avais toujours admiré de loin, pour acheter une fleur juste pour le plaisir. Des petits plaisirs simples, mais qui, pour moi, représentaient une liberté immense. La liberté de vivre, tout simplement. Et tandis que je fermais la porte de mon appartement, un sourire discret étira mes lèvres. Ils attendaient ma chute. Ils allaient être servis, mais pas comme ils l'imaginaient. Ma vengeance serait douce, subtile, et savourée dans le silence de ma nouvelle vie. Le soleil, ce matin, avait une teinte différente. Moins une promesse qu'une affirmation. Il baignait les murs clairs de mon nouveau salon, révélant la texture subtile du papier peint que j'avais choisi avec un soin méticuleux. Ce n'était pas le même papier peint que celui de l'ancienne maison, celui que Claire avait toujours détesté, trouvant ses motifs trop discrets. Trop bourgeois, disait-elle avec un haussement d'épaules désinvolte. Ma nouvelle demeure, un appartement spacieux et lumineux perché au-dessus de la ville, était une toile vierge, prête à accueillir les couleurs de ma nouvelle existence. J'avais passé la journée d'hier à déballer les quelques cartons qui contenaient le strict nécessaire. Le reste, le mobilier lourd et encombrant de mon passé, était resté là-bas, dans cette maison qui n'était plus la mienne, symbole des liens brisés. Je me versai une autre tasse de café, le rituel matinal qui accompagnait mes pensées. Le bruit discret de la machine à expresso, une nouveauté que je m'étais offerte, me rappelait à quel point j'avais le droit de me faire plaisir. De me faire plaisir sans culpabilité, sans devoir justifier chaque dépense. Mon journal, toujours ouvert sur le comptoir, m'attendait. J'y avais écrit quelques lignes la veille, des mots simples pour ancrer cette nouvelle réalité. La liberté a le goût du café noir et le silence du matin, avais-je griffonné. Je repensais à l'appel de Claire. Le propriétaire, un homme aux cheveux argentés et au regard pétillant, me salua d'un sourire chaleureux. Nous échangeâmes quelques mots sur les auteurs que nous aimions, sur les histoires qui nous avaient marqués. C'était une conversation simple, authentique, loin des faux-semblants de ma vie d'avant. J'achetai un roman que j'avais repéré, un de ces livres que l'on garde précieusement. En sortant, je croisai le regard d'une femme qui me ressemblait, une femme d'un certain âge, promenant son chien avec une expression de douce mélancolie. Nous nous souriâmes, un sourire de connivence, de celles qui savent que la vie est faite de hauts et de bas, mais qu'il faut toujours continuer d'avancer. Ce simple échange, anodin pour certains, était pour moi une petite victoire. Une preuve que je pouvais encore me connecter aux autres, que je pouvais encore ressentir de la joie dans les choses simples. L'après-midi s'étira, douce et paisible. Je m'offris un thé dans un salon de thé discret, savourant chaque gorgée, chaque instant de quiétude. Le bruit de la ville s'estompait, remplacé par le murmure des conversations feutrées et le cliquetis des tasses. J'avais l'impression de renaître, de retrouver une partie de moi que j'avais cru perdue à jamais. Ce soir, je ne ressentais aucune amertume, aucune colère. Juste une profonde satisfaction. Une satisfaction silencieuse, celle de savoir que j'avais le pouvoir de réécrire mon propre destin. Mes enfants pensaient m'avoir brisé. Ils avaient tort. Ils avaient simplement libéré une force qu'ils ne pouvaient imaginer. Et cette force, je comptais bien l'utiliser pour construire une vie à la hauteur de mes rêves, une vie où je serais enfin libre. Libre de choisir, libre d'aimer, libre d'être moi-même. Le soleil déclinait doucement, projetant de longues ombres sur les rues que j'explorais avec une curiosité renouvelée. Ce quartier, avec ses façades colorées et ses pavés usés par le temps, semblait tout droit sorti d'un tableau impressionniste. Je m'étais attardé dans cette librairie ancienne, dont la vitrine exhalait une odeur réconfortante de papier et de savoir. Le propriétaire, un homme aux cheveux argentés et au regard pétillant, m'avait accueilli avec une chaleur sincère. Nous avions échangé quelques mots sur nos auteurs favoris, sur ces histoires qui, par-delà les années, continuent de nous transporter. Ce fut un moment simple, authentique, une bouffée d'air frais loin des artifices de ma vie d'avant. J'avais choisi un roman à la couverture sobre, un de ces livres que l'on garde précieusement, comme un trésor personnel. En ressortant, mon regard croisa celui d'une femme d'un certain âge, qui promenait son chien avec une expression de douce mélancolie. Nos chemins se croiserent brièvement, nos regards se changerent un sourire de connivence. Un sourire silencieux, celui des âmes qui savent que la vie est un chemin semé d'embûches, mais qu'il faut toujours continuer d'avancer, le cœur battant. Ce bref échange, anodin pour beaucoup, était pour moi une petite victoire. Une confirmation que, malgré tout, je pouvais encore me connecter aux autres, ressentir la joie dans les choses les plus simples. L'après-midi s'étira, paisible. Je m'offris un thé dans un salon de thé discret, un de ces endroits que j'avais toujours admirés de loin, sans jamais oser franchir le seuil. Là,
Au milieu du murmure feutré des conversations et du cliquetis délicat des tasses, je savourais chaque gorgée, chaque instant de quiétude. J'avais l'impression de renaître, de retrouver une partie de moi que j'avais cru perdue à jamais, enfouie sous les couches de mes obligations et des attentes de ma famille. Ce soir-là, aucune amertume ne teintait mes pensées, aucune colère ne venait troubler ma sérénité. Seulement une profonde satisfaction, celle de savoir que j'avais enfin le pouvoir de réécrire mon propre destin. Mes enfants, Claire et Antoine, pensaient m'avoir brisée, m'avoir réduite à néant. Ils avaient tort. Ils avaient, sans le vouloir, libéré une force insoupçonnée en moi. Une force que j'allais maintenant utiliser pour construire une vie à la hauteur de mes rêves, une vie où je serais enfin libre. Libre de choisir, libre d'aimer, libre d'être moi-même, sans le regard jugeant de personne. Les jours suivants s'écoulèrent dans une douce routine. Je continuais d'explorer la ville, de découvrir de nouveaux endroits, de savourer ces petits plaisirs que j'avais si longtemps négligés. Je m'étais acheté une nouvelle garde-robe, des vêtements qui me faisaient me sentir belle et confiante. Fini les tenues ternes et informes, j'avais choisi des couleurs vives, des coupes élégantes qui mettaient en valeur ma nouvelle silhouette, plus légère, plus aérienne. J'avais même recommencé à peindre, retrouvant le plaisir de mélanger les couleurs, de laisser libre cours à mon imagination sur la toile. Les toiles s'accumulaient dans mon appartement, témoignage silencieux de ma renaissance. Un après-midi, alors que je flânais dans un parc, mon téléphone sonna. C'était Claire. Sa voix, toujours aussi mielleuse, cherchait à percer mon armure. « Maman, comment vas-tu ? Je voulais juste savoir si tu avais besoin de quelque chose. Antoine et moi, on s'inquiète beaucoup. » Je l'écoutais poliment, laissant planer un silence complice entre ses questions insistantes. « Je vais très bien, ma chérie, » lui répondis-je d'une voix calme, « je profite de la vie, tout simplement. » Elle marqua une pause, visiblement décontenancée par ma réponse. Elle s'attendait à entendre la détresse, la supplication. Elle n'eut droit qu'à la sérénité. « C'est bien, maman, » bégaya-t-elle, « mais tu es sûre que tu es bien installée ? » « Parfaitement, » lui assurai-je, « j'ai trouvé un endroit merveilleux, très calme, avec une vue imprenable sur la ville. » Je savourais chaque mot, chaque nuance de sa déception voilée. Elle ne pouvait concevoir que je puisse être heureuse sans eux, sans leur aide. Ils avaient sous-estimé ma capacité à me relever, à trouver ma propre voie. Et c'était là leur plus grande erreur. La conversation se termina sur des promesses de nouvelles appels, des invitations à venir me voir. Je les laissai planer, sachant pertinemment que je n'accepterais aucune de leurs propositions. Mon indépendance était trop précieuse pour être compromise. Les jours suivants s'écoulèrent dans une douce routine. Je continuais d'explorer la ville, de découvrir de nouveaux endroits, de savourer ces petits plaisirs que j'avais si longtemps négligés. Je m'étais acheté une nouvelle garde-robe, des vêtements qui me faisaient me sentir belle et confiante. Fini les tenues ternes et informes, j'avais choisi des couleurs vives, des coupes élégantes qui mettaient en valeur ma nouvelle silhouette, plus légère, plus aérienne. J'avais même recommencé à peindre, retrouvant le plaisir de mélanger les couleurs, de laisser libre cours à mon imagination sur la toile. Les toiles s'accumulaient dans mon appartement, témoignage silencieux de ma renaissance. Un après-midi, alors que je flânais dans un parc, mon téléphone sonna. C'était Claire. Sa voix, toujours aussi mielleuse, cherchait à percer mon armure. « Maman, comment vas-tu ? Je voulais juste savoir si tu avais besoin de quelque chose. Antoine et moi, on s'inquiète beaucoup. » Je l'écoutais poliment, laissant planer un silence complice entre ses questions insistantes. « Je vais très bien, ma chérie, » lui répondis-je d'une voix calme, « je profite de la vie, tout simplement. » Elle marqua une pause, visiblement décontenancée par ma réponse. Elle s'attendait à entendre la détresse, la supplication. Elle n'eut droit qu'à la sérénité. « C'est bien, maman, » bégaya-t-elle, « mais tu es sûre que tu es bien installée ? » « Parfaitement, » lui assurai-je, « j'ai trouvé un endroit merveilleux, très calme, avec une vue imprenable sur la ville. » Je savourais chaque mot, chaque nuance de sa déception voilée. Elle ne pouvait concevoir que je puisse être heureuse sans eux, sans leur aide. Ils avaient sous-estimé ma capacité à me relever, à trouver ma propre voie. Et c'était là leur plus grande erreur. La conversation se termina sur des promesses de nouvelles appels, des invitations à venir me voir. Je les laissai planer, sachant pertinemment que je n'accepterais aucune de leurs propositions. Mon indépendance était trop précieuse pour être compromise. Les semaines qui suivirent furent une douce découverte. Je me promenais dans les rues, redécouvrant ma ville avec un regard neuf. Les cafés que je traversais sans jamais m'y attarder, les petites librairies aux vitrines invitantes, les parcs où les enfants riaient, tout cela prenait une nouvelle dimension. J'avais l'impression d'être une étrangère dans ma propre vie, une spectatrice qui redécouvrait le monde après une longue absence.
J'avais même repris contact avec d'anciennes amies, celles que j'avais un peu délaissées à cause de mes obligations familiales. Nous nous retrouvions pour des après-midi, des conversations légères et sincères, loin des drames et des faux-semblants. Elles étaient heureuses de me retrouver, et je l'étais tout autant. Elles ne savaient rien de mon gain, et je n'avais aucune intention de le leur révéler. Ce trésor était le mien, et il était le symbole de ma liberté retrouvée. Un jour, alors que je me promenais près du Vieux-Port, je vis une galerie d'art qui exposait des œuvres d'artistes locaux. L'une des toiles attira mon regard, un paysage marin aux couleurs vibrantes, plein de lumière et de mouvement. Je ressentis une émotion profonde, un écho à la liberté que j'étais en train de retrouver. J'entrai dans la galerie, le cœur battant un peu plus fort. Le galeriste, un homme élégant et passionné, m'accueillit avec un sourire. Nous discutâmes de l'œuvre, de l'artiste, de la manière dont la lumière jouait sur les vagues. C'était une conversation passionnée, nourrie par un amour commun de l'art. J'achetai la toile. Ce n'était pas une dépense impulsive, mais un investissement dans mon propre bonheur, dans la beauté qui m'entourait. La porter chez moi, l'accrocher au mur de mon salon, fut un moment de pure satisfaction. Elle rappelait le chemin parcouru, la résilience dont j'avais fait preuve. Antoine m'appela quelques jours plus tard. Sa voix était plus pressante, teintée d'une impatience à peine voilée. « Maman, tu es sûre que tu n'as pas besoin d'aide ? Je peux venir te voir, t'apporter des courses, je sais pas. » Je sentis le piège se refermer. Il cherchait une faille, une preuve de ma fragilité. « Antoine, mon cher, je vais merveilleusement bien, » lui répondis-je avec un calme olympien. « J'ai trouvé une nouvelle routine, je me promène beaucoup, j'ai même acheté une nouvelle peinture pour mon salon. C'est magnifique. » Son silence à l'autre bout du fil fut plus éloquent que toutes ses questions. Il ne comprenait pas. Il ne pouvait pas comprendre que je puisse me reconstruire sans lui, sans son aide intéressée. « Une peinture ?» répéta-t-il, comme s'il ne comprenait pas le concept. « Oui, une peinture de paysage marin. Elle illumine la pièce. » Je pouvais presque le voir froncer les sourcils, incapable de visualiser mon bonheur, mon indépendance. « Ah, c'est bien, maman. » Sa voix était plate, dénuée de toute émotion sincère. « Mais tu es sûre que tu ne veux pas que je passe ? Juste pour voir. » « Non, merci Antoine, vraiment. Je suis parfaitement autonome. Et puis, je pars bientôt en voyage. » L'idée du voyage était une pure invention, mais elle avait le don de le déstabiliser. Un voyage ? Elle, seule ? L'image qu'ils avaient d'elle se fissurait, et cela me procurait une satisfaction indicible. Ils avaient voulu me voir sombrer, mais je sombrais dans la joie. Ils avaient cru me dépouiller de tout, mais ils m'avaient, sans le savoir, offert le plus beau des cadeaux, la liberté. Et cette liberté, je comptais bien en profiter pleinement, loin de leurs attentes et de leurs jugements. L'appel d'Antoine, cette tentative maladroite de reprendre le contrôle, m'avait laissé avec un sentiment étrange. Pas de la colère, non, plutôt une sorte de lassitude teintée d'une satisfaction profonde. Il ne comprenait décidément rien. Il me voyait toujours comme la mère effacée, celle qu'ils pouvaient manipuler à leur guise. L'idée de ce voyage, une pure invention pour les déstabiliser, avait fonctionné à merveille. Leurs projections sur ma vie, leurs attentes déçues, tout cela me procurait une jubilation discrète, presque coupable. Les jours qui suivirent furent consacrés à cette nouvelle liberté. J'avais toujours aimé flâner dans les marchés, observer la vie s'animer autour des étals colorés. Le marché aux fleurs, particulièrement, exerçait sur moi un attrait irrésistible. Ce matin-là, je m'y rendis avec une intention précise, trouver des pivoines. Ces fleurs majestueuses, aux pétales denses et aux parfums subtils, me rappelaient les jardins de mon enfance, une époque où la vie semblait plus simple, plus douce. J'achetai un large bouquet, le posant fièrement sur le siège passager de ma petite voiture. Le trajet de retour fut accompagné d'une musique que j'avais redécouverte, des airs de jazz qui invitaient à la rêverie. De retour chez moi, j'ornai mon appartement de ces touches de beauté. Les pivoines dans un vase ancien sur la table du salon, la toile de paysage marin qui captait la lumière du soleil sur le mur du fond. Chaque objet, chaque fleur, était un choix délibéré, une affirmation de mon nouveau moi. J'avais passé des années à me plier aux désirs des autres, à étouffer mes propres aspirations sous le poids des responsabilités. Maintenant, chaque geste était une réappropriation de mon espace, de mon temps, de mon existence. Claire m'envoya un message, une simple photo d'elle et d'Antoine, souriant, devant une maison qui semblait luxueuse. « On pense à toi, maman. On espère que tu te portes bien. » Une invitation tacite à la comparaison, à la culpabilité. Je ne répondis pas. À quoi bon ? Leur tentative de me maintenir dans leur sphère d'influence était devenue transparente. J'avais dépassé ce stade. Un après-midi,
alors que je me promenais dans un quartier que je ne connaissais pas encore, je tombai sur une petite église romane, discrète, nichée entre deux immeubles modernes. Son portail sculpté semblait murmurer des histoires anciennes. Poussé par une curiosité soudaine, j'entrai. L'intérieur était frais, baigné d'une lumière tamisée filtrant à travers les vitraux. Le silence était profond, seulement troublé par le murmure lointain de la ville. Je m'assis sur un banc de bois, laissant le calme m'envahir. Ce lieu, chargé d'histoire et de sérénité, m'offrait un répit bienvenu. J'y restai un long moment, simplement à être, sans rien faire, sans rien attendre. C'était une forme de méditation, une reconnexion avec moi-même, loin du tumulte extérieur. En repartant, je me sentis plus légère, plus ancrée. J'avais trouvé un nouveau refuge, un endroit où je pouvais simplement exister, sans jugement. Ce simple moment de paix était, en soi, une victoire. La vie se reconstruisait, lentement, mais sûrement, dans ces instants volés, dans ces découvertes inattendues. Les jours suivants s'étirèrent, chacun apportant son lot de découvertes et de plaisirs simples. La petite église romane était devenue mon sanctuaire discret. J'y retournais souvent, m'asseyant sur ce banc de bois familier, laissant le silence et la lumière tamisée apaiser les remous de mon passé. C'était un espace où je pouvais simplement respirer, être moi-même, sans avoir à me justifier ou à me protéger. L'idée du voyage, cette chimère que j'avais lancée à Antoine, continuait de cheminer dans mon esprit, non pas comme une fuite, mais comme une promesse. Une promesse de nouvelles horizons, de rencontres inattendues. Je me surprenais à feuilleter des brochures touristiques, à rêver d'endroits lointains, de cultures différentes. Ce désir d'évasion était nouveau, une soif longtemps refoulée qui commençait à s'exprimer. Un matin, je décidai de me rendre au marché aux Antiquités, un endroit que j'avais toujours aimé fréquenter, mais que j'avais délaissé par manque de temps et d'envie. L'air était chargé de l'odeur du vieux bois, du cuir patiné et de la poussière des âges. Les étals débordaient d'objets hétéroclites, des livres jaunis aux reliures fragiles, des bibelots oubliés, des meubles au charme suranné. Je déambulais lentement, le regard balayant les trésors cachés, à la recherche d'une étincelle, d'un objet qui me parlerait. C'est alors que mon regard fut attiré par une petite boîte à musique en bois sculpté, posée sur un coin de table. Sa mélodie, douce et mélancolique, flottait dans l'air, évoquant des souvenirs lointains, des airs que j'avais peut-être entendus dans mon enfance. Je la pris délicatement dans mes mains. Le bois était lisse, poli par le temps et les caresses. En l'ouvrant, une minuscule ballerine en porcelaine se mit à tourner sur elle-même, gracile et évanescente. Je la trouvai charmante, un symbole de cette fragilité que j'avais longtemps portée en moi, mais qui désormais me semblait plus une force qu'une faiblesse. L'antiquaire, un homme aux yeux pétillants et au sourire bienveillant, s'approcha. Une belle pièce, n'est-ce pas? Elle a traversé bien des années. Nous échangeâmes quelques mots sur l'objet, sur son histoire potentielle. Je l'achetai, non pas pour sa valeur intrinsèque, mais pour ce qu'elle représentait, un fragment du passé qui trouvait une nouvelle place dans mon présent. De retour chez moi, j'installai la boîte à musique sur ma commode, à côté de la toile de paysage marin. Elle ajoutait une touche de poésie à mon univers, un murmure mélodieux dans le silence de mon appartement. Ce simple geste, ce choix personnel, me rappelait à quel point j'avais le droit de me faire plaisir, de m'entourer de choses qui me touchaient. Claire m'envoya un nouveau message, cette fois accompagné d'une photo de son fils, mon petit-fils, qui semblait visiblement plus âgé. Il demande souvent après toi, maman. Il aimerait tant te revoir. La culpabilité, encore et toujours. Une arme subtile, mais efficace, dans leur arsenal. Je la laissai sans réponse. Je ne pouvais pas me laisser atteindre par ces appels du passé, par ces tentatives de me ramener dans leur orbite. Ma liberté était trop précieuse, mon chemin trop bien défini maintenant. J'avais choisi de me reconstruire, et cela impliquait de tracer une ligne nette, même si elle était difficile à tracer. La petite ballerine continuait de tourner, indifférente aux messages et aux attentes. Elle était là, dans mon monde, un rappel silencieux de ma propre danse, de ma propre renaissance. Le message de Claire, avec cette photo de mon petit-fils, avait résonné en moi comme un écho lointain, une dissonance dans la symphonie nouvelle que j'apprenais à composer. L'innocence de l'enfant, son appel voilé, me touchait, bien sûr. Comment ne pas être affecté par la pensée de ce petit être qui me cherchait, qui ne comprenait pas mon absence. Mais je ne pouvais pas céder. Pas maintenant. La fragilité que j'avais longtemps incarnée, celle de la mère effacée, de la grand-mère absente, je la laissais derrière moi, comme une vieille peau. Les jours suivants, je me consacrai à des plaisirs simples, mais profondément personnels. Je redécouvris le plaisir de la lecture, non plus pour me distraire ou m'échapper, mais pour le simple goût des mots, pour la beauté des phrases. J'avais acheté, au marché aux Antiquités, une édition ancienne des poèmes de Baudelaire.
Ces vers, empreints d'une mélancolie urbaine, résonnaient étrangement avec mes propres états d'âme, cette dualité entre la tristesse persistante et l'éveil d'une nouvelle vitalité. Je m'installai dans le petit parc près de chez moi, un endroit que je n'avais jamais vraiment exploré auparavant, profitant de la douceur de l'air. Le soleil filtrait à travers les feuilles des arbres, dessinant des motifs mouvants sur le sol. J'observais les enfants jouer, leur rire cristallin porté par la brise. Il y avait là une forme de paix, une innocence que je ne pouvais que regarder de loin, sans pouvoir y participer pleinement. La petite boîte à musique, sur ma commode, continuait de distiller sa mélodie douce et mélancolique. Parfois, en l'entendant, je fermais les yeux et revoyais la ballerine en porcelaine, sa pirouette éternelle. Elle était devenue un symbole, un rappel de ma propre danse, une chorégraphie nouvelle que j'apprenais à exécuter avec grâce et détermination. Je ne cherchais plus à plaire, ni à me justifier. Chaque geste était un acte de réappropriation, une affirmation silencieuse de mon droit à exister pour moi-même. Un après-midi, alors que je feuilletais distraitement une brochure sur l'Italie, une image attira mon regard. Une villa toscane baignée de soleil, entourée d'oliviers et de cyprès. Une envie soudaine, impérieuse, me saisit. Ce n'était plus seulement un rêve lointain, une chimère lancée à Antoine. C'était un projet concret, une destination à portée de main. L'idée de ce voyage, de cette immersion dans une culture différente, loin des regards et des attentes, prenait forme. Je me surprenais à imaginer les odeurs, les saveurs, la lumière de cette terre étrangère. J'envoyai un email à Claire, un message bref et factuel. Je pars en voyage pour quelques semaines. Je vous donnerai de mes nouvelles à mon retour. Pas d'explication, pas de justification. Juste un constat. J'avais besoin de ce temps, de cet espace, pour continuer ma reconstruction, pour me retrouver enfin. La petite ballerine continuait sa danse silencieuse, comme une promesse de mouvement, de renouveau. Elle était le témoin discret de ma métamorphose, de cette renaissance lente mais inexorable. Le poids du passé s'amenuisait, laissant place à une légèreté nouvelle, à l'espoir discret d'un avenir enfin mien. Le voyage, cette promesse murmurée à Antoine, prenait désormais corps. L'idée de la Toscane, de ses collines dorées et de ses villages perchés, s'était ancrée en moi avec une force nouvelle. J'avais besoin de cette distance, de ce souffle d'air nouveau pour continuer à me défaire des chaînes du passé. L'email envoyé à Claire fut un acte de libération, une déclaration d'indépendance silencieuse. Je pars en voyage pour quelques semaines. Je vous donnerai de mes nouvelles à mon retour. Ces mots, dépouillés de toute émotion superflue, étaient un rempart contre les tentatives de manipulation, contre le poids des attentes familiales. Je ne pouvais plus me laisser gouverner par la culpabilité ou par le regret. Ma reconstruction était un chemin solitaire, pavé de choix personnels et de moments volés à mon propre bonheur. Les préparatifs du départ furent empreints d'une excitation discrète. J'avais ressorti ma vieille valise en cuir, celle qui avait traversé tant de frontières à une époque où le voyage était une aventure, une exploration du monde et de moi-même. Je la remplis avec soin, choisissant des vêtements simples, confortables, adaptés à la douceur de vivre italienne. J'emportai quelques livres, dont les poèmes de Baudelaire, dont les vers semblaient désormais résonner avec une nouvelle profondeur, une mélancolie assumée qui ne m'anéantissait plus, mais me rappelait la richesse des émotions humaines. La petite boîte à musique, mon précieux trésor du marché aux antiquités, trouva naturellement sa place dans mon sac. Sa mélodie, douce et intemporelle, serait ma compagne de route, un murmure familier dans l'inconnu. Avant de quitter mon appartement, je pris le temps de le regarder une dernière fois. Il avait été mon refuge, le témoin silencieux de ma solitude et de ma renaissance. Les murs semblaient désormais moins lourds, les meubles moins imposants. J'y avais retrouvé une forme de paix, une sérénité fragile mais bien réelle. Le paysage marin sur la commode, à côté de la boîte à musique, évoquait la mer, l'horizon lointain, le mouvement perpétuel des vagues. C'était un rappel de ma propre capacité à changer, à me laisser porter par le courant, à naviguer vers de nouveaux rivages. Je fermai la porte derrière moi, sans un regard en arrière. La ville s'étendait devant moi, vibrante de vie, indifférente à mon départ. Je me dirigeai vers la gare, le cœur battant d'une anticipation mêlée d'une pointe d'appréhension. L'Italie, cette terre de beauté et d'histoire, m'attendait. J'allais y chercher non pas une fuite, mais une reconnexion. Une reconnexion avec moi-même, avec le monde, avec cette soif de vivre qui, longtemps étouffée, commençait enfin à s'exprimer pleinement. La petite ballerine, dans mon sac, semblait prête à entamer sa nouvelle pirouette, une danse de liberté et de renouveau. Mon voyage ne faisait que commencer. Le trajet, le vibration du train, tout cela formait une sorte de berceuse mécanique. Je me suis assise près de la fenêtre, la vieille valise en cuir posée à mes pieds, comme une vieille amie. L'Italie.
Le mot résonnait en moi, doux comme une promesse. J'avais choisi la Toscane, cette image de carte postale qui m'avait hanté. Une ville à baigner de soleil, des cyprès élancés, des oliviers argentés. Ce n'était pas une fuite, non. C'était une quête. Une quête de moi-même, loin des regards qui me jugeaient, des attentes qui m'étouffaient. Les premiers jours furent une lente immersion. Florence, d'abord. Une ville d'art, de pierres anciennes, de vie qui débordait sur les places. J'ai erré, sans but précis, me laissant porter par l'atmosphère. Les façades des palais, les ponts sur l'Arno, tout me parlait d'une histoire millénaire, d'une beauté qui traversait le temps. Je me sentais petite, insignifiante face à cette grandeur, mais d'une insignifiance libératrice. Plus personne ne me connaissait ici. Je n'étais pas la mère effacée, pas la grand-mère absente. J'étais juste une femme, une voyageuse parmi d'autres, le visage marqué par le temps mais le regard curieux. J'ai trouvé une petite trattoria typique, loin des sentiers battus. L'odeur du basilic frais, le murmure des conversations en italien, le goût simple mais savoureux d'une assiette de pâtes. J'ai commandé un verre de vin rouge, un Chianti robuste, et j'ai savouré chaque gorgée, chaque bouchée. C'était un plaisir simple, presque oublié, celui de se nourrir, de se faire plaisir, sans arrière-pensée. J'ai sorti les poèmes de Baudelaire de mon sac. Les vers sur l'invitation au voyage prenaient une dimension nouvelle, une vérité poignante. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Je n'étais pas encore dans ce paradis, mais j'en sentais la promesse, la possibilité. Un soir, alors que le soleil déclinait, peignant le ciel de teintes orangées et pourpres, j'ai trouvé le chemin de la colline de Piazzale Michelangelo. La vue sur Florence était à couper le souffle. La ville s'étendait à mes pieds, illuminée par les derniers rayons du jour, puis par les lumières douces qui commençaient à scintiller. C'était un spectacle grandiose, une symphonie visuelle. Les préparatifs du départ furent empreints d'une excitation discrète. J'avais ressorti ma vieille valise en cuir, celle qui avait traversé tant de frontières à une époque où le voyage était une aventure, une exploration du monde et de moi-même. Je la remplis avec soin, choisissant des vêtements simples, confortables, adaptés à la douceur de vivre italienne. J'emportai quelques livres, dont les poèmes de Baudelaire, dont les vers semblaient désormais résonner avec une nouvelle profondeur, une mélancolie assumée qui ne m'anéantissait plus, mais me rappelait la richesse des émotions humaines. La petite boîte à musique, mon précieux trésor du marché aux antiquités, trouva naturellement sa place dans mon sac. Sa mélodie, douce et intemporelle, serait ma compagne de route, un murmure familier dans l'inconnu. Avant de quitter mon appartement, je pris le temps de le regarder une dernière fois. Il avait été mon refuge, le témoin silencieux de ma solitude et de ma renaissance. Les murs semblaient désormais moins lourds, les meubles moins imposants. J'y avais retrouvé une forme de paix, une sérénité fragile mais bien réelle. Le paysage marin sur la commode, à côté de la boîte à musique, évoquait la mer, l'horizon lointain, le mouvement perpétuel des vagues. C'était un rappel de ma propre capacité à changer, à me laisser porter par le courant, à naviguer vers de nouveaux rivages. Je fermai la porte derrière moi, sans un regard en arrière. La ville s'étendait devant moi, vibrante de vie, indifférente à mon départ. Je me dirigeai vers la gare, le cœur battant d'une anticipation mêlée d'une pointe d'appréhension. L'Italie, cette terre de beauté et d'histoire, m'attendait. J'allais y chercher non pas une fuite, mais une reconnexion. Une reconnexion avec moi-même, avec le monde, avec cette soif de vivre qui, longtemps étouffée, commençait enfin à s'exprimer pleinement. La petite ballerine, dans mon sac, semblait prête à entamer sa nouvelle pirouette, une danse de liberté et de renouveau. Mon voyage ne faisait que commencer. Le trajet, les vibrations du train, tout cela formait une sorte de berceuse mécanique. Je me suis assise près de la fenêtre, la vieille valise en cuir posée à mes pieds, comme une vieille amie. L'Italie. Le mot résonnait en moi, doux comme une promesse. J'avais choisi la Toscane, cette image de carte postale qui m'avait hantée. Une ville à baigner de soleil, des cyprès élancés, des oliviers argentés. Ce n'était pas une fuite, non. C'était une quête. Une quête de moi-même, loin des regards qui me jugeaient, des attentes qui m'étouffaient. Les premiers jours furent une lente immersion. Florence, d'abord. Une ville d'art, de pierres anciennes, de vie qui débordait sur les places. J'ai erré, sans but précis, me laissant porter par l'atmosphère. Les façades des palais, les ponts sur l'Arno, tout me parlait d'une histoire millénaire, d'une beauté qui traversait le temps. Je me sentais petite, insignifiante face à cette grandeur, mais d'une insignifiance libératrice. Plus personne ne me connaissait ici. Je n'étais pas la mère effacée, pas la grand-mère absente. J'étais juste une femme, une voyageuse parmi d'autres, le visage marqué par le temps mais le regard curieux.
J'ai trouvé une petite trattoria typique, loin des sentiers battus. L'odeur du basilic frais, le murmure des conversations en italien, le goût simple mais savoureux d'une assiette de pâtes. J'ai commandé un verre de vin rouge, un Chianti robuste, et j'ai savouré chaque gorgée, chaque bouchée. C'était un plaisir simple, presque oublié, celui de se nourrir, de se faire plaisir, sans arrière-pensée. J'ai sorti les poèmes de Baudelaire de mon sac. Les vers sur l'invitation au voyage prenaient une dimension nouvelle, une vérité poignante. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Je n'étais pas encore dans ce paradis, mais j'en sentais la promesse, la possibilité. Un soir, alors que le soleil déclinait, peignant le ciel de teintes orangées et pourpres, j'ai trouvé le chemin de la colline de Piazzale Michelangelo. La vue sur Florence était à couper le souffle. La ville s'étendait à mes pieds, illuminée par les derniers rayons du jour, puis par les lumières douces qui commençaient à scintiller. C'était un spectacle grandiose, une symphonie visuelle. J'ai trouvé une petite piazza, avec une fontaine dont l'eau chantait doucement. C'était exactement ce que je cherchais. Un endroit hors du temps, loin du tumulte de mes anciennes vies. J'ai repéré une petite pancarte Aphitasie, sur une maison à l'entrée du village. Une vieille dame, aux cheveux blancs tressés en chignon, m'a ouvert la porte. Son visage était un livre d'histoire, marqué par le soleil et les années. Elle parlait peu, mais ses yeux pétillaient d'une gentillesse sincère. La maison était modeste, mais pleine de charme. Des poutres apparentes, un sol en terre cuite, une petite cuisine lumineuse. Et surtout, une vue imprenable sur la vallée. J'ai accepté sans hésiter. Ce lieu, avec sa simplicité et sa quiétude, était le refuge dont j'avais besoin. J'ai posé ma valise, sorti la petite boîte à musique. La mélodie, douce et familière, a rempli le silence de la maison. La ballerine a commencé sa danse, une invitation à une nouvelle chorégraphie, celle de ma propre renaissance. J'ai regardé par la fenêtre, le soleil couchant peignant les collines d'or. Ce n'était pas une fuite, c'était un nouveau départ. Un nouveau chapitre s'ouvrait, écrit dans la langue douce et mélodieuse de la Toscane. J'étais enfin chez moi, loin de tout, mais plus proche de moi-même que jamais. La petite maison dans ce village toscan est devenue mon refuge. Les jours se sont étirés, doux et paisibles, rythmés par le soleil qui montait et descendait sur les collines. J'ai appris à connaître la vieille dame, Isabella, qui m'avait loué cette demeure. Son visage, un paysage de rides tendres, racontait des histoires silencieuses. Elle venait chaque matin, m'apportant du pain frais du fourni du village et un pot de confiture maison, des gestes simples qui réchauffaient mon cœur plus que le café brûlant que je buvais ensuite. Nous échangions quelques mots, souvent dans un italien hésitant de ma part, mais nos regards se comprenaient. Elle ne posait aucune question sur mon passé, sur mon arrivée ici, seule, avec cette valise qui avait tant voyagé. Elle acceptait ma présence comme un fait naturel, une fleur qui s'épanouissait sur son mur de pierre. Les premières semaines, j'ai passé le plus clair de mon temps à l'intérieur, redécouvrant le plaisir des choses simples. J'ai dépoussiéré les livres que j'avais emportés, retrouvant le goût de la lecture sans l'urgence de devoir penser à autre chose. J'ai ressorti ma boîte à musique, écoutant la mélodie familière de la ballerine, mais désormais, elle ne semblait plus porter la tristesse d'un temps révolu, mais la promesse d'un avenir à écrire. J'ai même recommencé à écrire, tenant un journal dans lequel je consignais mes impressions, mes pensées, mes souvenirs. Les mots venaient plus facilement ici, libérés du poids des attentes et des jugements. Je me sentais plus légère, comme si une partie de moi avait été retenue prisonnière pendant des années et qu'elle était enfin libérée. Puis, l'envie de sortir, de m'imprégner davantage de cette terre, s'est faite plus pressante. J'ai commencé à explorer les environs, empruntant les sentiers qui serpentaient à travers les vignobles et les oliveraies. La nature ici avait une puissance tranquille, une beauté brute qui parlait directement à mon âme. J'ai découvert des ruisseaux chantants, des champs de lavande dont le parfum embaumait l'air, des villages médiévaux accrochés au sommet des collines. J'ai appris à reconnaître le chant des oiseaux, le bruissement du vent dans les cyprès. Chaque jour était une nouvelle découverte, une nouvelle facette de cette Italie que j'avais tant rêvé. Un après-midi, alors que je me promenais près d'un vieux moulin à huile abandonné, j'ai croisé le chemin d'un homme. Il s'appelait Marco, un artiste local, qui travaillait à l'extérieur de son atelier, un cabanon rustique débordant de toiles et de couleurs. Il avait un sourire franc et des yeux pétillants de curiosité. Il m'a proposé un café, et nous avons passé l'après-midi à discuter, partageant nos visions du monde, nos joies et nos peines. Il m'a parlé de son art, de sa passion pour capturer la lumière de la Toscane sur ses toiles. Il m'a montré ses œuvres, des paysages vibrants, des portraits empreints d'une profonde humanité. J'ai ressenti une connexion immédiate avec lui, une complicité née de la même quête de beauté et de sens. Il ne savait rien de mon passé,
de mes enfants, de la loterie. Il voyait juste une femme, une âme errante, et il m'a accueilli avec une sincérité désarmante. Ce fut le début d'une amitié précieuse, un lien inattendu qui venait enrichir ma nouvelle vie. Il m'a encouragé à peindre, à exprimer ce que je ressentais, à laisser la créativité s'exprimer en moi. L'idée germait, peut-être que ma nouvelle vie ne serait pas seulement faite de quiétude, mais aussi de création. Le soleil de Toscane, celui qui avait tant inspiré Marco, commençait à décliner, projetant de longues ombres sur les collines. L'amitié avec Marco s'était épanouie aussi naturellement que les coquelicots sur les chemins de terre. Il m'avait ouvert les portes de son monde, celui de la création, et je me surprenais à y trouver un écho profond. Il avait cette façon de voir la beauté dans les choses les plus simples, une feuille tombée, la texture rugueuse d'une pierre, la courbe d'un cyprès. Ses mots sur la lumière, sur la manière de la capturer, résonnaient en moi comme une vieille mélodie oubliée. Un soir, alors que nous partagions un verre de vin local sur la petite terrasse de sa maison, il m'a regardé avec cette intensité qui lui était propre. « Tu as une âme d'artiste », m'a-t-il dit, sa voix douce comme le murmure du vent dans les oliviers. « Tu vois le monde avec une sensibilité rare. Tu devrais peindre. » Ces paroles m'ont traversé. Peindre? Moi? L'idée était à la fois terrifiante et exaltante. Pendant des années, ma vie avait été dictée par des impératifs, des responsabilités, des attentes. La créativité, l'expression personnelle, tout cela avait été relégué au second plan, enfoui sous le poids du quotidien. Mais ici, dans ce village suspendu dans le temps, loin des fantômes de mon passé, quelque chose en moi se réveillait. « Je ne sais pas peindre, Marco », ai-je répondu, un sourire timide aux lèvres. Il a ri, un rire franc et chaleureux. Personne ne naît en sachant peindre. On apprend. Et tu as déjà la chose la plus importante, la vision. Il s'est levé et est rentré dans son atelier. Il en est revenu quelques instants plus tard, une petite toile vierge et un assortiment de tubes de peinture dans les mains. Tiens, a-t-il dit en me tendant le matériel. Commence par les couleurs qui te parlent le plus. Laisse ta main guider ton regard. Ce soir-là, dans la quiétude de ma petite maison, sous la lumière douce d'une lampe à huile, j'ai déballé les tubes de peinture. Les couleurs vibrantes, la texture crémeuse de la peinture, le bruit du pinceau sur la toile, tout cela était nouveau, étrangement familier. J'ai commencé par le bleu profond du ciel toscan au crépuscule, puis j'ai ajouté des touches de vert pour les collines, de jaune pour les champs de blé. Je ne cherchais pas à reproduire la réalité, mais à traduire ce que je ressentais, la paix, la sérénité, un renouveau profond. Les jours suivants, la peinture est devenue une nouvelle compagne, une façon de dialoguer avec moi-même et avec ce paysage qui m'avait accueilli. Marco venait parfois, me prodiguant des conseils discrets, encourageant mes audaces. Il ne jugeait pas, il partageait. Il voyait en moi non pas la femme ruinée par ses enfants, mais une âme en quête de sens, une artiste en devenir. Un après-midi, alors que je travaillais sur une toile représentant un champ de lavande baigné de soleil, Isabella est passée. Elle m'a observé un instant, silencieuse, son regard doux parcourant mes gestes hésitants. Puis, elle a souri. « Bella » a-t-elle murmuré. « Tu trouves ta voix. » Ces mots, simples, chargés de tant de sagesse, m'ont ému aux larmes. C'était la première fois depuis longtemps que je me sentais vue, comprise, acceptée pour ce que j'étais en train de devenir. La vengeance, cette idée qui avait nourri mes pensées sombres, s'estompait peu à peu, remplacée par une force tranquille, une joie profonde et authentique. Je n'avais plus besoin de leur prouver quoi que ce soit. Ma vie ici, loin d'eux, était ma plus belle réponse. Et cette réponse, je la peignais chaque jour, avec les couleurs de la Toscane. Le soleil toscan, ce compagnon désormais familier, continuait de dicter le rythme de mes journées. Les semaines s'étaient égrenées, chacune apportant son lot de découvertes paisibles. Ma petite maison, autrefois un refuge silencieux, résonnait désormais des éclats de ma nouvelle vie. La peinture était devenue mon langage, une manière de traduire sur la toile l'émerveillement que je ressentais face à la beauté brute de cette terre. Marco, avec sa patience infinie et son regard bienveillant, m'avait initié au secret des pigments, à l'art de saisir la lumière changeante. Il venait souvent, apportant avec lui une énergie créatrice qui semblait irradier de tout son être. Nous passions des heures à discuter de nos œuvres, de nos inspirations, partageant nos doutes et nos joies. Il me parlait de ses projets, de l'exposition qu'il préparait dans une petite galerie de Sienne, et m'avait gentiment invité à y présenter une de mes toiles. L'idée me glaçait le sang, mais une partie de moi aspirait à ce défi, à cette confrontation avec le regard des autres. Isabella, quant à elle, continuait ses visites matinales, son sourire tendre illuminant mes journées. Elle observait mes toiles avec une curiosité discrète, ses yeux pétillants d'une compréhension silencieuse.
Un jour, elle m'a apporté une vieille boîte en bois sculpté, remplie de pigments naturels qu'elle avait ramassés elle-même dans la campagne environnante. Des terres ocres, des bleus profonds tirés de fleurs sauvages, des verts tirés de feuilles séchées. Pour toi, m'a-t-elle dit, sa voix empreinte d'une douceur réconfortante. La terre a ses propres couleurs. Écoute-la. Ce cadeau, plus précieux que n'importe quel trésor, a ouvert une nouvelle dimension à ma pratique. J'ai commencé à expérimenter ces couleurs authentiques, sentant la terre vibrer sous mes doigts, une connexion profonde s'établissant entre moi et ce sol qui m'avait accueilli. Les appels de mes enfants s'étaient faits plus rares. Les quelques conversations étaient teintées d'une gêne palpable, d'une retenue qui trahissait leur embarras. Ils me demandaient toujours si j'allais bien, mais leurs questions manquaient de sincérité, comme s'ils redoutaient la réponse. Je répondais invariablement que tout allait pour le mieux, que j'avais trouvé une nouvelle sérénité, une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Je gardais pour moi la joie profonde que j'éprouvais, la liberté nouvelle qui m'habitait. Je ne voulais pas qu'ils pensent que leur méchanceté m'avait brisée. Au contraire, elle m'avait libérée. Je ne ressentais plus aucune colère envers eux, seulement une forme de tristesse, une compassion teintée de distance. Ils étaient prisonniers de leur propre choix, de leur avidité. Un après-midi ensoleillé, alors que je travaillais sur une nouvelle toile, une scène de marché animée dans un village voisin, le téléphone a sonné. C'était mon fils aîné. Sa voix était tendue, presque suppliante. « Maman, est-ce que tu pourrais nous aider? On a quelques soucis financiers. » J'ai écouté ses paroles, le cœur lourd, mais sans la moindre hésitation. « Je suis désolée, » ai-je répondu, ma voix ferme et dénuée de toute émotion. « Mais je ne peux pas. Ma vie est différente maintenant. Je n'ai plus les moyens. » Un silence glacial a suivi ma réponse. Il a bredouillé quelques mots incohérents avant de raccrocher brusquement. Ce fut la dernière fois qu'il m'appela. Ce jour-là, j'ai ressenti un poids immense se soulever de mes épaules. La boucle était bouclée. J'avais traversé la tempête, et j'avais trouvé mon havre de paix. La vengeance, cette idée qui avait nourri mes premières pensées, s'était transformée en quelque chose de plus subtil, de plus puissant. Une indifférence sereine, une liberté totale. J'avais gagné à la loterie, oui, mais le véritable gain, c'était cette renaissance, cette capacité à trouver le bonheur dans la simplicité, dans la beauté du monde, dans la création. J'ai repris mon pinceau, les couleurs naturelles d'Isabella entre mes doigts, et j'ai commencé à peindre le ciel de Toscane, un ciel d'un bleu profond, immense, sans nuages, le reflet de mon âme enfin apaisée. La vie ici avait un goût nouveau, celui de la liberté retrouvée, de la paix intérieure. Je n'avais plus rien à prouver à personne. Ma vie, désormais, m'appartenait entièrement. Le soleil toscan, ce compagnon désormais familier, continuait de dicter le rythme de mes journées. Les semaines s'étaient égrenées, chacune apportant son lot de découvertes paisibles. Ma petite maison, autrefois un refuge silencieux, résonnait désormais des éclats de ma nouvelle vie. La peinture était devenue mon langage, une manière de traduire sur la toile l'émerveillement que je ressentais face à la beauté brute de cette terre. Marco, avec sa patience infinie et son regard bienveillant, m'avait initié au secret des pigments, à l'art de saisir la lumière changeante. Il venait souvent, apportant avec lui une énergie créatrice qui semblait irradier de tout son être. Nous passions des heures à discuter de nos œuvres, de nos inspirations, partageant nos doutes et nos joies. Il me parlait de ses projets, de l'exposition qu'il préparait dans une petite galerie de Sienne, et m'avait gentiment invité à y présenter une de mes toiles. L'idée me glaçait le sang, mais une partie de moi aspirait à ce défi, à cette confrontation avec le regard des autres. Isabella, quant à elle, continuait ses visites matinales, son sourire tendre illuminant mes journées. Elle observait mes toiles avec une curiosité discrète, ses yeux pétillants d'une compréhension silencieuse. Un jour, elle m'a apporté une vieille boîte en bois sculpté, remplie de pigments naturels qu'elle avait ramassés elle-même dans la campagne environnante. Des terres ocres, des bleus profonds tirés de fleurs sauvages, des verts tirés de feuilles séchées. « Pour toi », m'a-t-elle dit, sa voix empreinte d'une douceur réconfortante. La terre a ses propres couleurs. Écoute-la. Ce cadeau, plus précieux que n'importe quel trésor, a ouvert une nouvelle dimension à ma pratique. J'ai commencé à expérimenter ces couleurs authentiques, sentant la terre vibrer sous mes doigts, une connexion profonde s'établissant entre moi et ce sol qui m'avait accueilli. Les appels de mes enfants s'étaient faits plus rares. Les quelques conversations étaient teintées d'une gêne palpable, d'une retenue qui trahissait leur embarras. Ils me demandaient toujours si j'allais bien, mais leurs questions manquaient de sincérité, comme s'ils redoutaient la réponse. Je répondais invariablement que tout allait pour le mieux, que j'avais trouvé une nouvelle sérénité, une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Je gardais pour moi la joie profonde que j'éprouvais, la liberté nouvelle qui m'habitait. Je ne voulais pas qu'ils pensent que leur méchanceté m'avait brisée. Au contraire, elle m'avait libérée.
Je ne ressentais plus aucune colère envers eux, seulement une forme de tristesse, une compassion teintée de distance. Ils étaient prisonniers de leur propre choix, de leur avidité. Un après-midi ensoleillé, alors que je travaillais sur une nouvelle toile, une scène de marché animée dans un village voisin, le téléphone a sonné. C'était mon fils aîné. Sa voix était tendue, presque suppliante. « Maman, est-ce que tu pourrais nous aider? On a quelques soucis financiers. » J'ai écouté ses paroles, le cœur lourd, mais sans la moindre hésitation. « Je suis désolée, » ai-je répondu, ma voix ferme et dénuée de toute émotion. « Mais je ne peux pas. Ma vie est différente maintenant. Je n'ai plus les moyens. » Un silence glacial a suivi ma réponse. Il a bredouillé quelques mots incohérents avant de raccrocher brusquement. Ce fut la dernière fois qu'il m'appela. Ce jour-là, j'ai ressenti un poids immense se soulever de mes épaules. La boucle était bouclée. J'avais traversé la tempête, et j'avais trouvé mon havre de paix. La vengeance, cette idée qui avait nourri mes premières pensées, s'était transformée en quelque chose de plus subtil, de plus puissant. Une indifférence sereine, une liberté totale. J'avais gagné à la loterie, oui, mais le véritable gain, c'était cette renaissance, cette capacité à trouver le bonheur dans la simplicité, dans la beauté du monde, dans la création. J'ai repris mon pinceau, les couleurs naturelles d'Isabella entre mes doigts, et j'ai commencé à peindre le ciel de Toscane, un ciel d'un bleu profond, immense, sans nuages, le reflet de mon âme enfin apaisée. La vie ici avait un goût nouveau, celui de la liberté retrouvée, de la paix intérieure. Je n'avais plus rien à prouver à personne. Ma vie, désormais, m'appartenait entièrement. L'exposition à Sienne approchait, et Marco m'avait encouragé à y présenter une de mes toiles. J'avais hésité longtemps, puis, poussé par une confiance nouvelle, j'avais accepté. Le jour de l'inauguration, alors que je me tenais devant ma toile représentant un champ de lavande sous le soleil de plomb, j'ai vu mes enfants entrer dans la galerie. Leurs visages portaient la marque de leur surprise, puis de leur gêne. Ils s'approchèrent, tentèrent quelques mots, mais je les ai accueillis avec un sourire poli, une distance respectueuse. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ne comprendraient jamais. La véritable récompense n'était pas leur regret, mais cette sérénité que j'avais trouvée, cette capacité à aimer la vie, à créer, à être enfin moi-même. Le soleil toscan se couchait, peignant le ciel de couleurs flamboyantes, un spectacle que j'admirais désormais avec une gratitude infinie. Mon chemin avait été long et douloureux, mais il m'avait mené ici, à cette paix, à cette liberté. Et c'était le plus beau des gains. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci, laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Rappelez-vous que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous aimerez regarder, entrez simplement dans notre chaîne que je vous garantis que vous aimerez. Jusqu'à la prochaine vidéo.